Bonjour, mon nom est Enrico Martin, analyste et conseiller en prévention au Farsic. Aujourd'hui, nous vous présentons une courte formation sur qui paie quoi dans une transaction immobilière. Une transaction immobilière implique de nombreux frais non négligeables auxquels les parties à la transaction doivent penser. Certains de ces frais seront à la charge du vendeur, alors que d'autres seront à la charge de l'acheteur. Un vendeur pourrait devoir assumer les frais suivants. Avant la mise en marché de l'immeuble, il est souhaitable d'avoir en sa possession un certificat de localisation qui décrit l'état actuel des lieux et qui a moins de 10 ans. Si cela n'est pas le cas, il est souhaitable de faire appel à un arpenteur géomètre pour en obtenir un. Le fait de ne pas avoir ce document au moment de la transaction peut amener diverses problématiques. Retarder la vente et même faire avorter la transaction, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires pour le vendeur. Lors d'une transaction, le vendeur doit s'assurer que l'immeuble est libre de toute hypothèque et autres charges pouvant affecter celui-ci. Le notaire remboursera donc l'institution prêteuse, le solde du prêt ainsi que les autres créanciers bénéficiant d'hypothèques légales ou autres charges affectant l'immeuble. Le notaire procédera par la suite à la radiation des hypothèques et des charges. Ainsi, des frais seront exigés au vendeur par le notaire pour ces radiations. D'ailleurs, si l'immeuble n'était pas libre d'hypothèque immobilière, le remboursement anticipé du solde pourrait, selon l'entente intervenue avec l'institution financière, occasionner une pénalité pour remboursement anticipé. Afin de mieux connaître l'état de la propriété, certains vendeurs voudront faire appel à un inspecteur ou un professionnel pour procéder à une inspection dite pré-vente. Cela permet aux vendeurs de faire certains travaux avant la mise en marché pour améliorer l'immeuble. Dans le cadre des négociations, un acheteur pourrait également demander au vendeur qu'il fasse différentes expertises sur l'immeuble à ses frais. On peut notamment penser à un test de pyrite, de solde, d'ocre ferreuse ou de radon. Il arrive dans certaines transactions que le vendeur souhaite continuer d'occuper l'immeuble pour un certain temps suite à la transaction. Si cela est le cas, ce dernier deviendra en quelque sorte le locataire du nouveau propriétaire. Une compensation à cet effet sera donc négociée entre les parties et le montant fixe établi entre les parties fera l'objet des répartitions chez le notaire. L'acheteur pourrait quant à lui devoir assumer certains autres frais. Pour toute transaction, il est fortement recommandé de faire procéder à une inspection pré-achat de l'immeuble par un inspecteur ou un professionnel choisi par l'acheteur, et ce, même si le vendeur a fait procéder à une inspection pré-vente. D'autres expertises pourraient également occasionner des frais et on peut penser par exemple aux tests d'eau, tests de pyrite, tests de sol, de coffreuse, de radon, etc. Afin qu'un courtier immobilier puisse travailler pour les intérêts de son client, ce dernier doit être lié avec le courtier par un contrat de courtage. Avant de signer un contrat, le consommateur peut vérifier si la personne qu'il a choisie pour le représenter est bien titulaire d'un permis de courtier en vigueur délivré par l'OACIQ. Cette vérification peut se faire aisément sur le site Internet de l'OACIQ au oaciq.com en allant dans la section « Vérifier le dossier d'un courtier ». À ce même endroit, il est également possible de voir les formations suivies par le courtier et s'il a fait l'objet de décisions disciplinaires. La rétribution des courtiers, communément appelée commission, n'est pas fixée par la loi sur le courtage ou par l'OACIQ, ni par aucune autre loi. Elle est plutôt basée sur la libre concurrence. Généralement, elle est établie en fonction d'un pourcentage du prix de vente de l'immeuble et elle est habituellement versée au moment de la signature de l'acte de vente. Ce pourcentage peut être négocié. La rétribution peut aussi être établie sur une base forfaitaire ou à taux horaire et peut être payée à la réalisation de certains services. Vous devez donc en discuter avec votre courtier puisque ces informations devront être spécifiquement prévues au contrat de courtage.
Puisqu'il s'agit d'un contrat de service, il ne faut pas oublier que la TPS et la TVQ seront ajoutées au montant. Comme mentionné précédemment, pour être représenté par un courtier dans le cadre d'une transaction, un client doit avoir conclu avec celui-ci un contrat de courtage. Il va ainsi également de l'acheteur qui doit signer un contrat de courtage achat afin d'être représenté. Maintenant, voyons de quelle façon peut être versée cette rétribution dans le contrat de courtage achat. La première option, il est possible d'ajouter le montant de la rétribution au montant offert lors de la promesse d'achat en utilisant une annexe à cet effet qui viendra détailler les sommes qui vont revenir au vendeur. De cette façon, la rétribution pourra être financée à même l'emprunt hypothécaire. La deuxième option est de faire un chèque directement au courtier ou à l'agence afin de payer le montant de la rétribution. Notons toutefois que si le vendeur est représenté par un courtier immobilier, la rétribution prévue au contrat de courtage-vente pour le courtier qui représente l'acheteur sera déduite de la rétribution au contrat de courtage achat. Par exemple, si le contrat de courtage achat prévoit une rétribution de 3 % et qu'il est prévu au contrat de courtage-vente que le courtier de l'acheteur recevra une rétribution de 2 %, l'acheteur n'aura donc qu'à verser 1 % supplémentaire à son courtier. Considérant la signature de l'acte de vente peut survenir à différents moments de l'année, le notaire procédera également à la répartition de certaines charges. On peut penser par exemple aux taxes scolaires, taxes municipales, le loyer, les frais pour le mazout, les frais de copropriété, les cotisations spéciales, etc. D'autres frais sont également à prévoir. On peut penser par exemple aux droits de mutation, communément appelés la taxe de bienvenue, les frais de déménagement, les frais de location d'un camion, les frais de branchement à divers services tels que Bell, Hydro-Québec, etc. Les travaux également qu'on voudrait refaire sur l'immeuble, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Donc, ce sont tous des frais à prévoir. Plusieurs personnes se questionnent également à savoir pourquoi le notaire facture également le vendeur alors que la plupart du temps, le notaire est choisi par l'acheteur et qu'il travaille pour celui-ci. Il est important de savoir que le notaire ne travaille pas exclusivement pour l'acheteur, il travaille pour les deux parties. Le rôle du notaire est vraiment de s'assurer que toute la transaction sera faite de façon conforme et que chacune des parties sera protégée. Ainsi, il effectuera diverses vérifications pour le compte de l'acheteur ainsi que pour le compte du vendeur. Chacune des parties devra donc assumer les vérifications qui lui incombent dans la transaction. En ce qui concerne l'acheteur, les frais sont généralement reliés à la rédaction de l'acte de vente, l'acte de prêt, la publication également des actes au registre foncier. Le notaire pourrait recommander à l'acheteur également de souscrire à une assurance titre s'il s'avérait que les titres du vendeur n'étaient pas complètement libres de toute charge. Par exemple, s'il y a un empiètement mineur, tel par exemple le toit d'un cabanon qui empièterait chez le voisin, une piscine installée dans une servitude ou d'autres aspects similaires. En ce qui concerne le vendeur, les frais sont généralement reliés au remboursement de l'hypothèque, la validation des taxes municipales et scolaires et la radiation de la charge au registre foncier. Mais il y a plus. Comme tout professionnel, le notaire facture son temps et il peut être difficile d'évaluer l'ampleur de la tâche. Car tel que mentionné à l'écran, la liste peut être longue. Alors, pour connaître les frais reliés au service qui s'appliquent à votre dossier, vous n'avez qu'à communiquer avec votre notaire. Il vous posera quelques questions pour déterminer la complexité de votre dossier et le temps qu'il devra y consacrer. Le notaire pourra alors vous transmettre une évaluation des coûts. Notez par contre que cette évaluation pourrait changer si la nouvelle situation l'exige et dans ce cas, il vous en avisera. Avant de conclure, permettez-moi de citer divers programmes d'aide, crédits d'impôt, subventions et allègements qui s'appliquent principalement aux acheteurs, mais qui peuvent être bons à savoir pour les vendeurs également. Tout d'abord, le RAP.
Le régime d'accès à la propriété a comme objectif de faciliter l'accès à la propriété pour les premiers acheteurs. Il permet à la personne de retirer temporairement jusqu'à 60 000 $ de ses REER sans avoir à payer d'impôts pour acheter ou pour construire une habitation admissible. Si vous achetez la maison avec votre conjoint, celui-ci pourra également retirer jusqu'à 60 000 $ sans impact fiscal. Cependant, vous allez devoir rembourser à votre REER l'argent qui en a été retiré dans les années suivantes. Notez que si un délai de 5 ans s'est écoulé entre la vente de la maison que vous possédiez et le nouvel achat que vous désirez faire, vous pourriez redevenir admissible au RAP et pouvoir retirer de nouveau de l'argent de celui-ci pour pouvoir acheter la nouvelle maison. Le CELIAP est un programme fédéral qui est en vigueur depuis le 1er avril 2023. Il s'agit, somme toute, d'un compte d'épargne libre d'impôt pour acheter une première maison. La différence avec le REER, donc le RAP, c'est que de ce compte-là, on n'a pas besoin de rembourser les sommes dans le CELIAP. Mais on vous invite néanmoins à consulter votre institution financière pour en apprendre davantage sur ce programme. Un autre programme est le crédit d'impôt fédéral et provincial pour l'achat d'une première maison. Le montant admissible dans les dernières années a été de 10 000 $, mais il pourrait varier d'une année à l'autre. Pour obtenir de l'information sur ce crédit en vigueur et les conditions d'admissibilité et les conditions pour en bénéficier, je vous invite à consulter le site Internet de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Certaines municipalités offrent également des initiatives municipales pour aider à l'acquisition d'immeubles sur leur territoire. On peut penser à Montréal et Québec, mais certaines autres municipalités pourraient également l'offrir. Je vous invite à cet effet à consulter le site Internet de la municipalité où vous désirez vous installer. Un autre programme est le programme Nouveau Climat. Ce programme offre de l'aide financière pour encourager la construction d'habitations neuves à haute performance énergétique. Une fois l'habitation homologuée, l'entrepreneur et le premier acheteur de cette habitation recevront de l'aide financière à laquelle ils ont droit. Le montant peut varier de 2 000 à 4 000 $, selon les conditions rencontrées. Pour en connaître les détails, je vous invite à consulter le site Internet du gouvernement du Québec et faire des recherches sur le programme de Nouveau Climat. Sachez que si vous rencontrez une situation problématique dans les démarches qui impliquent un courtier immobilier, vous pouvez vous adresser directement à son directeur d'agence. Le directeur d'agence est le leader des meilleures pratiques auprès des courtiers immobiliers et employés de son agence, et ainsi qu'une personne ressource incontournable. Il doit mettre en place une politique de gestion des plaintes de la part du public. Il peut aider à résoudre une situation problématique vécue avec un courtier ou l'agence. Par exemple, ça pourrait être une difficulté au niveau des livrables du contrat de courtage, qui paie quoi. L'EDA peut intervenir également pour éclaircir la situation. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à consulter Élise ou Info au ACIQ. Merci.